Leçon donc numéro 9 sur les détails de construction au niveau des éléments préfabriqués. C'est une leçon qui n'est pas très longue non plus. Euh, Comment est-ce qu'on va essayer ici en premier lieu d'amener ce chapitre numéro 9? D'abord, c'est essayer de comprendre tous les principes généraux via ces détails de construction. Les détails de construction, ça va être surtout dans le chapitre sur deux voies. La première, c'est au niveau des zones d'appui et la deuxième sur comment est-ce que les éléments préfabriqués, de manière générale, sont armés. Alors ici, les exigences et les principes généraux qu'on pourrait avoir, c'est essayer sur du béton armé de centraliser le plus possible la réaction d'appui à l'endroit précis où elle doit l'être. Ça c'est dire que lors de tolérances de montage, on peut avoir parfois des écarts de 5-6 cm lors de montage, ce qui peut avoir tendance à créer une instabilité sur les éléments. Donc c'est très important lors de la phase de montage d'essayer de centraliser, de respecter ces longueurs de zone d'appui. Deuxième chose, il est mis donc prévoir une armature de liaison adéquate dans l'élément supporté. Qu'est-ce qu'on entend par cette liaison? Ça peut être une liaison d'attente avec une armature qui est coulée, comme dans le cas d'une colonne qui vient s'enchasser sur une fondation où il y a 4 armatures d'attente. Cette armature qui vient s'insérer dans les logements prévus en bas de colonne, c'est une armature dite de liaison. Répartir uniformément les contraintes au niveau des zones d'appui, ça se fait via ce qu'on avait vu, le néoprène. Donc je fais un petit rappel de ce qu'était le néoprène. Le néoprène est un matériau plus ou moins compressible qui a la particularité donc de bien diffuser les efforts sur toute sa largeur. Et donc ça permet ainsi d'avoir un effort qui est beaucoup plus diffus et moins concentré. Donc ça évite finalement le phénomène de concentration de contraintes vis-à-vis des éléments d'appui en béton. Permettre donc les déformations, donc laisser quand même une certaine tolérance et une petite possibilité de dilatation, de retrait ou même de fluage dans le temps, ça peut se faire aussi. Perte de soutien à cause de mouvement, ça c'est notamment le cas si on prend les piles de pont. Au fur et à mesure du temps, les éléments vont commencer à bouger, dû notamment au freinage brusque des camions, des cars, des voitures ou autres, ou même des accidents. À un moment donné, on peut avoir des légers mouvements dans les zones d'appui. Et donc dans ce cas-là, le détail au niveau de l'appui va faire en sorte qu'on va essayer de limiter. Dans le chapitre suivant, on essaiera de voir comment est-ce qu'on peut limiter ces mouvements et déplacements. Prévoir l'écaillage des coins, donc ça c'est permettre la rotation au niveau de l'appui, on le voit notamment ici au niveau de cet appui d'une poutre sur une petite culée ou une console de colonne, c'est la même chose. Et donc on permet le léger petit déplacement et donc la rotation au niveau de l'appui de la poutre. Alors ici on entre dans la première phase qui est les longueurs d'appui. Alors vous voyez ici qu'il y a une formule qui permet de savoir que A c'est A1 plus A2 plus A3 etc. Nous ce qui nous intéresse réellement c'est de savoir quelle serait en fonction du plancher et du mur ou même de l'élément de support, du moins sa nature, si c'est du béton, du bois, de la maçonnerie, des blocs ou n'importe quoi, quelle devrait être finalement cette longueur totale A par rapport aux matériaux que l'on aurait ici et là. Alors pour essayer d'avoir une notion, on a repris ça via un tableau qui va dépendre de l'élément donc recouvrant. Donc est-ce que c'est des dalles alvéolaires, est-ce que c'est des prédales, est-ce que c'est des poutrelles et planchers, est-ce que c'est des planchers nervurés, euh, est-ce que c'est par exemple des poutres de toiture. Ici, c'est dans cette colonne deuxième, la deuxième colonne pardon, le matériau donc qui va supporter cet élément. Est-ce que c'est de la maçonnerie, de l'acier, du béton? Tout ça fait en sorte que on arrive ici dans la dernière colonne à une valeur de A, qui est la longueur de la zone d'appui. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit souvent que vis-à-vis des ourdis qui reposent sur maçonnerie, on va aller au minimum à 7 cm pour des ourdis qui sont inférieurs à 22 cm. Et s'ils sont supérieurs à 22 jusqu'à 27, c'est 10, au-delà de 27, c'est 15. Donc, dans votre pratique courante professionnelle, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir qu'en fait, chaque fois que vous allez poser des ourdis, ce sera entre 7 et 15 cm sur une maçonnerie
traditionnelle, en bloc. Si vous êtes sur des prédales, ben là c'est beaucoup plus simple. Je vous avais dit, je vous avais donné une idée, souvent les maçonneries on essaye de les faire reposer sur 4 cm. Ben, vous voyez que ici, au niveau des prédales, on est entre 3 et 5 cm. Donc si vous retenez 4 cm de moyenne, c'est largement assez. Après, ce sont encore des distances plus spécifiques qui dépendent donc de l'élément de plancher et de notre élément de support. Donc ça peut se faire aussi. Alors, deuxième partie du chapitre, ça va très très vite, c'est les détails de construction. Donc on va essayer de voir ici comment est-ce qu'on a armé les éléments en béton pour essayer de leur permettre de retenir les efforts qu'on leur applique. La première partie d'éléments structurels qu'on va envisager nous, c'est une poutre dite à talon ou à béquet, comme vous le montre l'illustration ici en bas, qui est entourée en rouge. Mais vous le voyez, dans ce rond rouge, on a la cassure au niveau de l'appui de la poutre. Ça permet quoi ça? En fait, ça permet de garantir une continuité au niveau du bas de l'appui de la poutre. Et donc, esthétiquement parlant, c'est un petit peu mieux. Ça donne un aspect visuel continu. Mais comment est-ce qu'au niveau de cet appui, on arme notre poutre? En fait, il faut savoir qu'il y a 5 armatures distinctes. Je vais essayer ici de vous les mettre en avant. Alors, la première armature que vous allez voir ici, ça va être une armature principale, c'est celle-ci, que l'on nomme AS. La deuxième armature principale, c'est celle que vous voyez ici en oblique. Qui se prénomme ASA. Troisième armature, je vais les mettre en vert. Ce sont ces 3 étriers-ci. C'est ce qu'on appelle ASV pour vertical. Quatrième armature, ce sont des étriers horizontaux. Il y en a à 2 niveaux. Il y en a au niveau inférieur, comme ce que je suis en train de vous montrer ici. C'est ASE. Et enfin, on retrouve, je vais changer de couleur ici en bleu. Troisième particularité des étriers ici en haut. Que l'on appelle ASB. Alors ces 5 armatures ont chacune une fonction distincte que je vais essayer de vous expliquer au mieux. La première armature que vous allez voir ici, qui est l'armature AS, ici, celle-ci, c'est celle que vous retrouvez ici. Pardon, celle que vous retrouvez ici. En fait, cette armature, elle permet de faire quoi? En fait, elle reprend le moment que vous aurez ici dans votre redent, donc dans l'espèce d'avancée ici au niveau de l'appui. Donc le moment va se jouer ici et c'est cette armature qui va empêcher cela. Donc si jamais j'enlève tout ceci, donc on va avoir ici au niveau même un moment qui va avoir tendance à envoyer la poutre vis-à-vis d'une rotation et ce moment va être repris par cette armature AS qui serait cette armature-ci. On le voit d'ailleurs qu'elle a un diamètre un petit peu plus grand que les autres. Ok? Donc ça c'est cette première armature qui reprend le moment fléchissant dans notre redent. Deuxième armature que l'on voit ici, c'est les armatures verticales. Alors, ces armatures verticales, comme vous les voyez là, elles permettent de transférer la réaction d'appui vers l'armature principale.
qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, ça veut dire que les efforts qui vont venir s'appliquer sur le dessus de la poutre, par exemple, j'invente ici, je vais avoir une charge ici, ici et encore ici. Ben, ces charges vont vouloir aller à un moment donné se transférer vers notre zone d'appui. Et qu'est-ce qui va, entre guillemets, transférer, essayer de canaliser ce transfert d'effort? Ce sont ces étriers verticaux qui, eux, vont à un moment donné prendre le relais et essayer d'amener l'effort un petit peu plus bas au niveau des armatures inférieures. Et donc c'est ça l'intérêt ici du système, c'est de pouvoir vraiment transférer cette notion qui va être l'appui, donc vraiment cette notion d'effort qui va transférer via l'appui, et l'envoyer vers les armatures inférieures. On va essayer ici de regarder un peu plus en détail les autres armatures qui existent ici. Alors là, ici, on a les étriers au niveau supérieur. Alors ces étriers au niveau supérieur, eux, en fait, c'est un genre de complément. C'est un petit complément par rapport à l'armature AS que je vous ai montré tout à l'heure. Donc si on redessine un peu en détail ce qu'il y a, vous allez avoir l'armature numéro 1. Ah, pardon, ce sont les flèches. Donc, ici, l'armature numéro 1, la 2 ainsi que la 3. En fait, ceci, ça va permettre de compenser un petit peu la déformation qu'il y aurait sur cette armature-ci, l'armature AS. Et donc, ça va un petit peu soulager l'effort au niveau de la rotation vis-à-vis de l'appui. C'est ça que ça va servir ici, cette armature. Les étriers verticaux, c'est ce que je vous ai expliqué ici donc juste avant, au niveau du transfert des efforts vers l'armature de traction inférieure. On peut voir ça notamment ici au niveau de l'armature inférieure. Vous voyez, vous avez les étriers horizontaux et vous avez des barres un petit peu plus grosses au niveau inférieur. Et bien, en fait, ces barres un petit peu plus grosses, ce sont les armatures inférieures qui vont reprendre vraiment la traction dans le béton sur toute la longueur de notre poutre. C'est ça ici le but de rechercher. Alors, on a en fait, bien évidemment, ces étriers que je viens de vous expliquer ici. Alors, ces étriers ici, eux, ils vont servir, comme on le met ici, de supplément de l'effort de précontrainte. Alors, cet effet de supplément de précontrainte, c'est quoi? Ben, il faut savoir, comme je vous avais expliqué, que quand on a affaire à une poutre en béton précontraint, à un moment donné, quand vous coupez la tension vis-à-vis de la barre d'acier inférieure qui est tendue, ben, quand vous coupez cette tension, il y a au niveau des extrémités de la poutre un rétrécissement de cette barre. Et le rétrécissement de cette barre fait en sorte que vous perdez de l'adhérence. Et cette perte d'adhérence diminue l'effort de précontrainte dans votre béton. Et donc pour compenser un petit peu cet effet de perte d'adhérence par rapport à la barre vis-à-vis du béton, on va se servir d'étriers comme ceci, ASE, qui vont compenser un petit peu cette perte d'adhérence de la barre dans le béton. Donc c'est vraiment des armatures qui compensent un petit peu ce qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ça. L'armature suivante est donc l'armature ici diagonale. Alors cette armature diagonale est un petit peu spécifique puisque de par vraiment son inclinaison et son orientation, c'est pas les armatures qu'on a tendance à voir. Elle est spécifique du coup au niveau des béquets. Pourquoi? Parce qu'elle empêche tout simplement la fissuration au niveau du béquet. Si on regarde au niveau même de l'effort qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'une réaction d'appui, donc en fait la réaction d'appui va avoir tendance à venir fissurer au niveau même ici de ce qu'on pourrait avoir dans le béquet, mais toutes ces petites fissures vont pouvoir être coupées vis-à-vis de notre armature comme ceci et empêcher en fait la propagation de ces fissures. Donc toutes ces fissures-ci vont être tout simplement gommées. Et c'est ça l'intérêt du système, c'est de pouvoir empêcher l'apparition de fissures dans notre béquet, puisque comme c'est un angle, en fait par la présence de l'angle ici, on a un angle rentrant qui favorise dans ce cas-là
les fissures, comme je vous ai dessiné en bleu, qui sont recoupées par notre armature oblique. Alors, ça c'était pour la poutre à redans, donc avec un appui qui est rentrant. On a ici ensuite des poutres de plancher qui peuvent être soit des poutres en L, comme on voit à gauche, ou des poutres en T inversées ici. Alors la différence que l'on observe, c'est qu'ici, il y a une armature d'attente qui va être noyée dans la chape de compression, qu'ici, la poutre en L n'en a pas. Elle a uniquement l'appui d'un plancher ici à droite, que ici, les appuis de plancher se font de part et d'autre. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à observer ici? Il y a deux types d'étriers dans ces poutres. Le premier étrier que l'on voit est un étrier plus ou moins carré, et le deuxième est un étrier plat, rectangulaire. Le premier étrier carré sert à maintenir en place la torsion de notre poutre dans cette partie-ci. Ça empêche simplement la rotation dans le sens de la longueur, donc vraiment la torsion au niveau de la longueur de la poutre. Le deuxième étrier qui est celui-ci, alors cet étrier empêche tout simplement la déformation et la flexion de notre élément sur, si je devais le dessiner, ce serait en pointillé comme ceci d'abord, et puis comme ceci. Donc ça empêche tout simplement la rotation au niveau même de notre appui, puisqu'on aurait, j'invente ici, un effort qui viendrait et qui ferait partir notre élément horizontal dans ce sens-là. Donc cet étrier va vous l'empêcher. Ce sera exactement, je dis bien ce sera exactement la même chose pour ceci. L'étrier ici, horizontal, empêche la fissuration et la flexion vis-à-vis de la charge de notre plancher. On observe ici le transfert des efforts, donc on observe d'abord la charge de plancher qui va, via une bielle de compression, essayer de cisailler ce petit morceau-là. Et donc, que va faire alors l'armature? Elle va transférer sa déformation au niveau de l'étrier, qui est le gros étrier que je vous ai montré dans la partie centrale. Donc, cette déformation va revenir ici et se transférer dans tout l'étrier. Donc, on voit vraiment que par une charge de compression verticale, on la rebalance via un effort vertical dans l'étrier qui est vraiment cette petite boîte-ci. Au niveau des appuis des consoles, donc des poutres sur des colonnes, on en a de deux types, console oblique ou console droite, dans lequel vous voyez la différence entre les deux. Ici, on a une continuité au niveau du bas de la poutre avec la colonne, qu'ici, il y a visuellement une cassure, une brisure qui se marque. Ça, ce sont les appuis intermédiaires par rapport aux poutres de toiture comme on a vu. Et ça, ce sont encore les appuis intermédiaires qu'on peut avoir vis-à-vis d'un étage et d'un deuxième étage par rapport à un mur tel quel préfabriqué. Au niveau des armatures maintenant par rapport à ces consoles, alors qu'est-ce qu'on voit? On observe que quand on a une console dite droite, on a des armatures donc horizontales et des étriers verticaux. On a la même chose ici, mais c'est un petit peu plus complexe quand on a ici la console qui est oblique. On a une armature qui est vraiment continue, comme ceci, tout du long. Alors cette armature tout du long va empêcher tout simplement les deux types d'efforts de se propager. Alors si on les dessine, ces deux types d'efforts au niveau de la propagation, on va avoir ici en rouge, comme ceci, des efforts de traction, et en bleu, on va avoir des efforts de compression qui vont aller se recentrer dans l'axe de notre colonne. Et donc comme vous le voyez ici, les armatures qu'on a dessinées, en fait, elles reprennent ces deux types d'efforts. Donc comme on l'observe ici, les armatures horizontales reprennent les efforts de traction en rouge, et les armatures ici en boucle vont reprendre les efforts qui vont vraiment faire partir la console vers l'avant et donc vont limiter l'effet de la compression qui est, elle, mise avec une excentricité par rapport à l'axe de notre colonne.
Et donc dans ce cas-là, on va pouvoir reprendre, grâce à cette armature longitudinale, ces effets de compression qui sont désaxés. Au niveau d'autres appuis de console, vous le voyez ici, il y a les armatures donc avec les couteaux, les armatures métalliques. Visuellement parlant, ça donne vraiment un aspect continu puisque le couteau est intégré même dans la matière même de la poutre. Même chose, il y a un fourreau qui est disponible pour l'insertion du plat métallique dans la colonne. On peut retrouver encore des encoches pour les poutres. Ça se fait vraiment dans des cas très très particuliers et intermédiaires. C'est pas nécessairement tout le temps le cas, mais ça se fait vraiment plus ou moins linéairement. Il existe aussi des ouvertures par rapport aux poutres de toiture. Ça, comme vous voyez, vous avez les dimensions qui sont placées ici. Oui, ça existe. Maintenant, c'est pas nécessairement tout le temps le cas. Je vous dis, on préfère plus alors des poutres alvéolaires pour le passage des gaines techniques si c'est nécessaire en un point défini et détaillé. En ce qui concerne les ouvertures pour les escaliers, pour des mezzanines ou n'importe quoi, il existe en fait des dimensions maximales. Donc vous voyez ici les trous qu'on peut avoir. Si je regarde le catalogue de chez Ergon, en fait, à la page 22 du catalogue de chez Ergon, vous retrouvez ceci. Donc vous retrouvez les éléments de plancher dans lesquels vous pouvez faire des encoches pour le chaînage longitudinal, des encoches intérieures comme vous voyez ici qui portent le numéro 5, qui sont les réservations centrales. Donc on voit que souvent en longueur, c'est souvent 1 mètre qui est demandé, et en largeur, c'est souvent 40 cm. Alors quand vous êtes au raccord entre deux faces latérales, donc là il faut garantir un minimum de 60 cm par rapport à l'ouverture vis-à-vis de la fin de votre ourdi, donc il faut au minimum 60 cm. Alors les réservations portent le numéro 3 puisque ce sont les faces latérales. La plupart du temps, donc, on peut aller jusqu'à une distance de 1 mètre. Par contre, la profondeur que vous voyez ici, petit b, cette profondeur varie en fonction de la hauteur du ourdi. Plus votre ourdi est petit, plus vous allez pouvoir aller chercher des largeurs de réservation grandes, de 40 cm. Plus le ourdi est grand, plus forcément la réservation ici sera petite. Donc vous voyez qu'on est limité par rapport au fabricant, par rapport à ces ouvertures. On ne fait pas nécessairement ce qu'on veut tout le temps. Même chose pour les planchers donc nervurés, on a aussi des possibilités de réservation que je vous envoie alors via le catalogue. Ce sera plus facile de pouvoir voir quelles sont ces ouvertures que l'on peut avoir. En dernier lieu, vous le voyez ici, on retrouve par rapport à une poutre droite préfabriquée et une colonne préfabriquée quelques petits détails techniques de construction. Alors, comme vous le voyez ici, on retrouve, je vais vous les mettre en évidence par rapport à des couleurs, donc ces petites armatures ici, enfin armatures un petit peu plus grandes, en rouge ici, donc c'est les 4 grandes que vous voyez là-bas. Alors ces armatures sont les armatures qui vont reprendre tout simplement le moment de flexion grâce à la précontrainte. Donc ces armatures sont des armatures de précontrainte. L'étrier que vous voyez ici inférieur, en fait cet étrier lui va servir de compensation par rapport à la perte d'adhérence vis-à-vis des armatures de précontrainte par rapport au béton. Donc cette perte d'adhérence de l'armature de précontrainte vis-à-vis du béton va être prise par cet étrier-ci. Donc on va donner une sorte de compensation. Vous avez ensuite les étriers. Alors ces étriers verticaux, on en voit 1, 2, 3 et 4. Pourquoi est-ce que ces 4-là sont très rapprochés et celui-ci est un petit peu plus espacé? En fait, on va avoir au niveau de la zone d'appui un effort tranchant qui va être beaucoup plus grand. Et donc on va se permettre de rapprocher ces armatures des étriers pour empêcher cet effort tranchant de se propager un petit peu trop. Et par contre, plus on avance vers le milieu de la poutre, si cette poutre est chargée uniformément, l'effort tranchant, plus on se rapproche du milieu de la poutre, plus il est faible, donc on n'aura pas besoin nécessairement d'étrier au milieu de la poutre. Donc c'est pour ça qu'on a une meilleure densité au niveau
de l'appui de nos étriers, c'est pour reprendre, comme on le voit, notre effort tranchant. Alors, les deux dernières armatures qu'on observe ici, on va avoir donc les armatures supérieures, pardon, les armatures supérieures que vous voyez ici et là. Donc celles-ci, elles vont pouvoir reprendre une petite partie de la compression, mais la plupart du temps, comme on le voit, ce sont des armatures qui sont en forme d'étrier, comme ceci. Et donc, en fait, ces armatures-ci vont vraiment permettre de limiter l'aspect de fissuration lorsque la poutre va commencer à pivoter sur sa zone d'appui. Donc ça, c'est vraiment ça qui est intéressant ici à observer. Alors ici, c'est une colonne. Colonne, c'est pas trop compliqué. Les quatre armatures longitudinales empêchent donc l'effet de gonflement. Cet étrier va permettre de resserrer et de compenser cet effet de gonflement en les maintenant en place. C'est tout. Il y a un petit peu plus d'armature au niveau supérieur puisque c'est là que se situe l'effet donc d'évasement de la colonne en son appui, donc au niveau où il reçoit la charge. Donc là, on a simplement un petit peu plus d'étrier pour reprendre cet effet d'évasement de la colonne, de gonflement si vous voulez au niveau supérieur de la colonne.